La Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? Il nous faut nous équiper davantage, hausser notre position de défense, et cela pour la paix même, pour dissuader. Le message du président Macron est très clair. La menace de la Russie est sans limite et l'Europe doit se réarmer. Vous connaissez l'adage, hein? Préparer la guerre pour avoir la paix. C'est son message essentiellement, mais ça va coûter très, très cher parce qu'il faut consacrer une certaine indépendance face aux États-Unis, qui est peut-être moins un allié fiable ces temps-ci. Mon invité, Justin Massy, professeur de sciences politiques à l'UQAM et spécialiste de ces questions-là. Bonsoir, Justin Massy. Bonsoir. Commençons par les nouvelles, très mauvaises nouvelles depuis 48 heures concernant l'Ukraine, sachant que M. Zelensky va être à Bruxelles demain. D'abord, les États-Unis suspendent l'aide militaire à l'Ukraine, sauf l'aide qui a déjà été envoyée sur le territoire ukrainien, même si ça avait été voté par le Congrès quand même. Et aujourd'hui, on apprend qu'on suspend les renseignements américains qui aident l'Ukraine à frapper les Russes. La gravité de ces deux décisions-là et leur impact. La deuxième est encore plus grave parce que, par exemple, pour intercepter les missiles russes qui s'abattent sur le territoire ukrainien, il faut les détecter. Et les États-Unis fournissaient beaucoup de renseignements de détection, notamment des capacités aériennes de la Russie. Donc, ça va essentiellement, en plus, cumuler à l'absence de missiles américains. Si on suspend l'aide, c'est qu'on donne moins d'intercepteurs à l'Ukraine. Donc, il y aura plus de missiles russes qui vont tomber sur les Ukrainiens. Ça, c'est la première décision. Et la deuxième, c'est effectivement pour que les Ukrainiens fassent des frappes dans la profondeur ou sur le territoire russe, ils utilisait beaucoup de renseignements américains, incluant Starlink, qui est donné, bien sûr, par la compagnie d'Elon Musk, qui a cessé donc ses activités, ce qui fait que... Ah, c'est fini, Starlink. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la suspension du renseignement. Tout à fait, des communications également. Donc ça rend les choses plus... C'est très grave, parce que pourquoi frapper en profondeur, c'est utile? C'est pour empêcher que les Russes concentrent leurs troupes pour attaquer l'Ukraine. C'est ce qu'ils ont fait. Puis ils grugent du terrain tranquillement, là, les Russes. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir plus de morts ukrainiens et moins de morts du côté des Russes, malgré le fait que Donald Trump dit qu'il n'en peut plus des morts, ces jeunes qui meurent au combat, il faut que la guerre finisse. C'est ça, ça va être ça le résultat de ces deux nouvelles. Tout à fait. Et le message que ça donne à Vladimir Poutine, est-ce que c'est fesser un cessez-le-feu tout de suite? Non. Absolument, c'est le contraire. Profiter de cette accalmie de la perte de renseignements américains pour gruger encore plus de territoires. Donc, c'est la pression est sur l'Ukraine pour accepter un cessez-le-feu plutôt que sur la Russie qui continue son invasion. Ouais, c'est pour ça que M. Macron disait que, dans le fond, que le lien entre les Américains et la Russie s'était renforcé d'une certaine manière. Puis même à Moscou, on se réjouit de ce rapprochement-là entre les États-Unis et Moscou. Cela dit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que cet appel de M. Macron à se militariser davantage, à se mobiliser davantage pour faire face à la Russie, est-ce que ça veut dire que Bruxelles, que l'Europe est capable de se passer des États-Unis? Je pense qu'elle n'a pas le choix. Parce que ce que traduit le président Macron, c'est ce sentiment d'être abandonné par les États-Unis. On ne sait pas si les États-Unis de Donald Trump vont être aux côtés des Européens si la Russie décide d'attaquer un autre pays. Pas simplement l'Ukraine, comme le disait le président Macron, peut-être d'autres pays membres de l'OTAN. On ne sait pas quelle serait sa réaction parce qu'on a perdu le lien de confiance. Ça, c'est assez amenuisé et c'est vraiment, sans jeu de mots, une montagne russe, les relations avec Donald Trump, essentiellement. Donc, dans ce contexte-là, on n'a pas le choix de se réarmer, non seulement pour compenser donc l'aide qui est donnée, qui est arrêtée à l'Ukraine, mais aussi pour se préparer dans l'industrie militaire européenne, qui n'est pas prête à compenser la production militaire américaine. On a sous-investi, c'est la même chose au Canada pendant des décennies, ce qui fait qu'on ne peut pas juste commencer une industrie militaire comme ça en quelques semaines. Ça prend beaucoup de temps et ça prend des commandes de très long terme, donc des gros budgets qui sont nécessaires. Bien, en fait, je pense qu'on a un tableau qui montre la situation du côté des Russes, à savoir c'est 40% du budget de la Russie. C'est une envolée de son budget. Je pense que M. Poutine avait annoncé 30% d'augmentation. On va augmenter le nombre de militaires, on va augmenter, on voit c'est quand même une armée importante. On passerait à 1,5 million de soldats. Ce serait la deuxième armée en importance après la Chine. Il y a des chars, il y a des avions. Donc, sa capacité militaire de la Russie peut anéantir l'Europe, une partie de l'Europe.
Oui et non. Elle a de la difficulté à battre l'Ukraine. Il faut premièrement mettre les choses en circonstance. Et donc, avec les Allemands, les Français, les Britanniques, les Italiens, la capacité européenne est très forte. Elle n'est juste pas mobilisée. Elle a la capacité économique de développer une industrie militaire beaucoup plus active, beaucoup plus technologiquement avancée aussi. Les Rafales français, les avions de chasse, les missiles aussi européens, c'est juste qu'ils sont en très petite quantité. Et c'est ça qu'il va falloir investir. Et c'est pour ça que les décisions qui vont se jouer demain, c'est notamment de donner plus de permissions budgétaires aux pays européens pour dépenser davantage. Parce qu'il y a des plafonds. 800 milliards d'euros. Jusqu'à 800 milliards. Parce que premièrement, c'est permettre donc de faire des déficits. Parce qu'il y avait des règles budgétaires de l'Union européenne. Donc, on peut faire des déficits si c'est pour investir dans la défense nationale. Et de l'autre côté, il y a aussi une enveloppe d'environ 150 milliards d'euros qui est en discussion, qui est un peu de forme de prêt aux pays européens pour qu'ils puissent aussi investir dans leur industrie. Et c'est d'autant plus important qu'on ne peut plus acheter de l'équipement militaire américain. Parce qu'on ne sait pas si les États-Unis ne peuvent pas juste couper leur usage, couper la chaîne de production, par exemple. Donc, il va falloir construire en Europe et acheter européen, peut-être dans d'autres pays comme la Corée du Sud également, mais certainement se divertir, se désinvestir plutôt de l'industrie militaire américaine. Quelle lecture faites-vous du jeu diplomatique qui se fait en ce moment entre Trump et le président Zelensky? Avez-vous l'impression que M. Zelensky a plié les chines? Il dit qu'il est prêt à travailler, à négocier une paix Tout à fait. Sous l'autorité de Donald Trump? Tout à fait. Il a fait ce que Donald Trump voulait, s'excuser, regretter, dire toutes les louanges qu'il a envers le président américain. C'est ce qu'il voulait entendre vendredi dernier et c'est ce qu'il a fait publiquement. Et on pourrait penser que dans une prochaine visite, il va avoir la même déférence. C'est ce que Donald Trump aime, dominer et asseoir son autorité sur les autres, mais aussi accepter un cessez-le-feu sans condition, donc sans garantie de sécurité que le président Zelensky souhaitait. Et même chose, accepter un accord sur les minerais sans garantie de sécurité, c'est-à-dire avec rien en échange pour l'Ukraine, essentiellement que ses investissements américains. Mais ça, c'est inacceptable. Est-ce que l'Ukraine peut se permettre de se mettre à dos de Donald Trump? C'est, je pense, la réalisation de Zelensky dès la situation ici, parce que M. Macron a dit aussi que l'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché ni à Washington ni à Moscou. C'est vrai, mais la réalité, c'est qu'elle va être tranchée entre Moscou et Washington pour le cessez-le-feu pour l'Ukraine. Et là où l'Europe a un rôle à jouer, c'est est-ce qu'elle va déployer ou non des troupes en Ukraine et est-ce qu'elle va continuer à fournir des armes? Et tout ça doit être conditionnel au terme de ce cessez-le-feu. Il faut qu'il y ait une signature de paix. Il faut qu'il y ait une signature de paix, mais il faut que la Russie accepte que l'Ukraine continue à avoir de l'approvisionnement militaire européen et des troupes européennes. Et ça, la Russie ne l'a jamais accepté. Et on ne sent absolument pas la pression de Donald Trump sur Vladimir Poutine pour qu'il fasse ses concessions. On dit qu'on a livré, dans le fond, l'Ukraine déjà à la Russie. C'est ce qui a insulté dans le bureau ovale et M. Vance et M. Trump, c'est quand il a dit les accords de Minsk, Poutine a violé 25 fois les accords signés. Alors, autant on a de la misère à signaler, à négocier avec Donald Trump, puis le respect de ses ententes, on le voit dans le commerce, autant Poutine n'a pas intérêt, ses visées sont impérialistes ici. Tout à fait. Et la réaction de Donald Trump, c'est cette déconnexion en disant oui, mais avec moi, la signature, il va le respecter, Vladimir Poutine, puisque moi, j'ai confiance en lui. Alors, vous avez parlé des troupes sur le terrain. Je pense que c'est le Royaume-Uni, c'est la France, c'est un autre pays, la Turquie, c'est possible, qui serait prêt à déployer des forces de paix. On va écouter ce que M. Vance en disait des forces de paix. Ça a créé toute une commotion. On écoute. The very best security guarantee is to give Americans economic upside in the future of Ukraine. That is a way better security guarantee than 20,000 troops from some random country that hasn't fought a war in 30 or 40 years. Évidemment, la France et le Royaume-Uni se sont sentis visés, que des forces random, des forces quelconques, là, qui n'ont pas fait la guerre depuis 30-40 ans, alors qu'ils étaient en Irak, ils sont allés en Afghanistan. Et puis ça, ça rugit là, contre Vance là-dessus. Là. C'est odieux, parce qu'il y a des soldats français qui sont morts au combat pour les États-Unis, des soldats britanniques, des soldats canadiens qui sont morts en Afghanistan pour soutenir les États-Unis suite aux attentats du 11 septembre. Et ils n'ont pas demandé en échange d'être repayés comme la Russie demande à l'Ukraine. Donc, c'est vraiment odieux, c'est vraiment une ignorance des faits. C'est à ça qu'on assiste avec l'administration Trump présentement. Oui, parce que ce qu'on dit, c'est que c'est une transaction qu'on veut. C'est une transaction, mais en échange de quoi? Ici, on a une situation vraiment particulière où on dénigre la possibilité d'avoir une paix plus durable en Ukraine qui passe par le déploiement de troupes européennes qui sont aguerries, qui ont combattu aux côtés des États-Unis dans toutes les guerres qu'elles ont menées depuis 1990.
Bon, alors demain, ce sommet du Conseil européen est majeur. Ça peut amener un tournant dans la guerre en Ukraine ou en vue de la paix? Je crois que oui, parce que si on donne les moyens financiers et budgétaires à l'Europe de développer son industrie et son autonomie stratégique, je pense que l'Europe pourra peser. Peut-être pas à très court terme, ça prendra des années avant de se manifester, mais effectivement, c'est un point de bascule auquel on assiste présentement. Et qui peut se substituer à Starlink? Qui peut rétablir des systèmes de... Parce qu'il faut se rappeler que c'est les États-Unis qui avaient prévenu Zelensky que la Russie était prête à envahir l'Ukraine. Puis M. Zelensky dit non, on n'a pas ces informations-là, mais c'est arrivé quand même. Donc, les services de renseignement américains ne sont plus au service de l'Ukraine en ce moment. Ils ne le sont plus. Les Européens doivent compenser, mais les Ukrainiens aussi ont développé des capacités alternatives, comme en course présentement, où ils opèrent sans Starlink. Bon, puis ils ont une compagnie qui peut faire ça? Ils ont des systèmes de communication, voilà, exactement, Okay. internes. Qui peuvent pallier à la chose. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.